Bonjour Aurélie, je suis contente de t'avoir au micro, on est chez toi et merci pour l'accueil. L'idée c'est de faire une petite conversation entre nous et un peu interview j'avoue parce que j'avais des petites questions que j'ai préparées que j'avais envie de te poser. Donc, si t'es partante, on peut y aller. Ça marche. Salut Caroline, avec plaisir. Génial. Les premières questions, j'avais envie que tu me racontes l'histoire de ta vie en commençant par Il était une fois. Ah, petit exercice sympathique. Ouais, c'est du coaching, t'as vu. Bah ouais, je vois ça. Il était une fois. Il était une fois une petite fille qui était l'aînée de 3 enfants et qui a vite du coup pris le sens des responsabilités, qui avait un peu de grands rôles dans la maison, celui de conseil et celui de réparer un peu tout dans la maison. Ça fait bizarre de dire elle en parlant de soi, tu sais. Oui, c'est pas facile, je te l'accorde. Mais c'est un bon challenge. Et puis finalement, elle est partie sur ça. Elle est partie sur une carrière plutôt de réparer tout Enfin, réparer tout dans la maison, non, mais elle est partie sur une carrière d'ingénieur informatique. Et puis finalement, elle aimait bien parce que c'était logique, cartésien comme elle aime bien. Et en même temps, elle avait toujours en tête aussi ce truc d'être responsable, d'être manager, de devenir manager. Mais il y avait comme une croyance, donc au bout de 4 ans d'ingénieur, elle s'est dit oui, mais en même temps, si je veux devenir chef, ça va pas se faire tout de suite. Il faut le temps que dans l'entreprise, il y ait une place qui se libère parce qu'on ne te fera jamais confiance si on te connaît pas et que tu n'as jamais fait de management. Mais la croyance a vite été contredite parce qu'elle a été appelée par un chasseur de tête pour dire écoutez, on cherche un rôle de manager, on a pensé à vous. Et puis elle s'est lancée, voilà, à peine 26 ans, dans le management avec ses rebondissements et ses. Oh là là. Je crois qu'elle ne s'est jamais posé autant de questions sur elle, voilà, enfin les premiers temps c'était dur, hein, c'était beaucoup de. On aura l'occasion d'y revenir, hein, mais c'était beaucoup de remises en question, des pleurs, voilà, c'était vraiment très dur. Il y avait beaucoup d'obstacles. Et puis surtout, c'était l'informatique. Donc c'était la seule fille du plateau, la plus jeune manager, la seule femme manager. C'était des bons challenges. Ouais, jeune et femme en plus. Voilà, Voilà. la totale, Oui, un bon combo. c'est ça. Et puis, ça l'a pas arrêté, hein. Elle avait toujours une pensée qui l'a sauvée, qui disait de toute façon, tout ce que tu prends, c'est de l'expérience, ça te servira un jour. De toute façon, ça se passe comme ça doit se passer, ça va aller. Donc, toujours dans cet optimisme permanent qui l'a sauvée, je pense, de bien des situations. Et puis, après, un autre chasseur de tête, elle a eu la chance d'avoir jamais cherché du boulot parce que elle a toujours été appelée pour d'autres postes. Et puis, voilà, elle a plusieurs postes de management comme ça dans d'autres entreprises de l'informatique. Et puis, en 2019, voilà, c'est pareil, il faudrait détailler. Mais comme tous les jours, elle allait au travail, comme tous les jours, elle prenait son petit scooter, comme tous les jours, elle arrivait, elle disait bonjour à tout le monde, comme tous les jours, elle allumait son ordinateur. Et puis ce jour-là, en allumant l'ordinateur, le trou noir, quoi. Pas moyen de savoir ce qu'elle faisait là, pas moyen d'allumer quoi que ce soit, pas moyen de savoir où elle était, ce qu'elle faisait. Blackout total. Donc il y a juste eu un petit pop-up de la messagerie instantanée du Slack de sa copine d'en bas, parce qu'à l'étage, il y avait qu'elle comme femme, qui lui dit ça va. Voilà, elle a juste eu le temps de dire non. Et puis, voilà, la copine en question lui a proposé d'aller en bas, dehors, sur une table, elle est vite rentrée chez elle parce qu'elle n'arrivait même plus à parler. Donc c'était l'épuisement, bon épuisement. 2019, donc voilà, après c'est pas du genre à se laisser abattre, donc elle est arrêtée que 5 semaines, mais ouais, c'était l'occasion de se poser plein de questions, et je pense que c'est là que son questionnement a commencé à aller vers ok, il y a trop d'écart entre qui je suis et ce que je fais, sinon je ne serais pas dans cet état-là. Ça, c'est un peu sa philosophie aussi aujourd'hui, pas confondre ce qu'on fait avec qui on est. Et, et finalement, c'est ça qui l'a amenée. Voilà, elle a repris le boulot, mais dans un autre poste. Et elle s'est posé plein de questions. Et c'est là qu'elle a commencé à s'intéresser aux neurosciences. Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cet état-là? Comprendre. Et puis finalement, elle a appris qu'il y avait un métier où les gens demandaient à se faire accompagner. Parce que finalement, dans son équipe, elle s'épuisait aussi à faire grandir des gens qui n'avaient pas envie. Donc ça lui donnait je pense que ça lui a donné une nouvelle lueur d'espoir, un peu tout ça. Et puis
finalement, elle s'est lancée dans le coaching, voilà, en 2020, dans sa formation. Et puis, ben, là, elle est arrivée à s'intéresser à beaucoup de choses non cartésiennes, en plus de tout ce qui est cartésien. Donc, elle a ouvert au fur et à mesure des années son panel d'outils vers des choses même encore plus voilà, intuitives, etc. Et puis, ça l'amène aujourd'hui face à toi, 5 ans plus tard, pratiquement 5 ans maintenant, qu'elle s'est lancée dans cette folle entreprise de l'entrepreneuriat. Mais quel parcours, bravo. Oui, un déclic qui t'est arrivé, on va dire, par pas de choix. Ce blackout qui t'est tombé dessus, mais qui t'a poussé à te questionner. Donc j'entends un cheminement via les neurosciences, etc., que tu as d'abord eu pour toi, pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Et puis l'envie déjà d'aider les autres, mais d'aider les autres qui ont envie d'être aidés aussi. Parce que tu avais des équipes qui n'avaient peut-être pas très, très envie, mais toi, tu avais l'envie de prendre ce chemin-là, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Et quel regard aujourd'hui tu te regardes et tu vois le parcours, qu'est-ce que tu te dis Je me dis que... Ah, c'est marrant de dire ça. Je me dis que je peux être fière de toutes les étapes par lesquelles je suis passée, que finalement tout est... Et ça, je le crois profondément, que tout est juste, que finalement on passe par ce qu'on doit passer. Je pense que si j'avais pas vécu tout ça, je comprendrais pas aussi bien toutes les personnes que j'accompagne. Je pense que c'est... Enfin, je sais pas si c'est vrai, encore une fois, hein, je détiens jamais la vérité, mais mon sentiment, c'est que c'est plus compliqué si t'as jamais vécu l'émotion de la ressentir ou de la comprendre chez les autres. Et plus finalement t'as vécu des preuves, plus t'es en empathie avec tous ceux qui en traversent. Ouais. donc c'est sûr que ça forge. Donc le regard que je porte sur tout ça, c'est voilà, de la fierté, de la justesse et de... Voilà, je me dis du courage aussi, je pense que c'est... Voilà, si je devais la décrire, je me dis elle a eu beaucoup de courage de traverser tout ça et de la persévérance, enfin, je sais pas, de la résilience, de l'optimisme. Ouais, complètement, oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on ressent dans ton parcours. Et puis, il y a la notion que j'aime bien de dire, derrière chaque épreuve, dans chaque épreuve, il y a toujours un cadeau qui se cache. Et c'est pas toujours évident et facile à entendre quand on est dedans, et il y a un moment où on n'est pas prêt à l'entendre, mais le recul et le chemin faisant, je crois que c'est ça qui émerge un peu. Et ce que j'entends, c'est que finalement, par cet épuisement professionnel que tu as rencontré, il y a un cadeau qui t'a permis de cheminer vers d'autres contrées, d'autres chemins, d'explorer de nouveaux champs, et puis de reconnecter à quelque chose qui était plus proche de toi, finalement. Ouais, c'est ça. J'aime bien dire, je sais plus où j'ai entendu ça, mais j'aime bien dire, c'est quoi le cadeau empoisonné là, qui est là? C'est le cadeau mal emballé ou bien, tu vois. Et c'est un cadeau, il est pas empoisonné, mais il est mal emballé. Donc sur le coup, t'as l'impression que c'est un truc pourri. Puis en fait, quand t'as enlevé l'emballage en dessous, c'est beau, mais il faut avoir le courage d'ouvrir le truc qui est emballé avec du... Tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a des bouts de scotch partout. C'est ça. C'est ça. De premier abord, ça n'a pas l'air très, très réjouissant. Et puis bon, finalement. C'est ça. Carrément. Et parce que tu le disais, hein, je connais un petit peu ton parcours, donc voilà. Et puis je sais que du coup, on le disait tout à l'heure, parcours d'ingénieur, tu étais jeune, femme dans un milieu plutôt d'hommes. Voilà, l'IT c'est quand même assez masculin. Voilà, je sais que dans ton parcours, tu as aussi traité de ça. C'est quoi ton histoire avec le syndrome de l'imposteur? Oh là là, le syndrome de l'imposteur, comment dire? En fait, je pense que c'était partagé, c'est-à-dire que je pense que ce qui m'a protégée de... Alors bien sûr, je l'ai ressenti plein de fois, mais ce qui, à chaque fois, m'a protégée de ça, c'est de me dire en quoi ils ont raison de me confier ça. Parce que chaque fois, j'étais appelée, tu vois, pour ces postes. Donc je me disais, mais pourquoi moi? Après, mais il y a aussi le fait que ce soit eux qui appellent, t'as un peu moins le syndrome de l'imposteur que quand c'est toi qui t'autoproclames, comme en auto-entrepreneur, enfin, quand t'as jamais fait un métier, etc., où t'as l'impression d'avoir besoin du diplôme, etc. Bon, c'est bien aussi de l'avoir parce que ça te forme. Mais au-delà de ça, d'aller chercher des formations pour essayer de te sentir légitime. Oui, donc je l'ai ressenti, mais j'essayais vraiment de pas me... Je pense que si je m'étais laissée bouffer par le syndrome de l'imposteur, je n'aurais pas survécu dans le monde où j'étais. Mais je l'ai eu beaucoup. Je me suis dit... Moi, ça se transmettait beaucoup par des doutes, en fait. Des doutes de... mais pourquoi ils m'ont choisi moi? C'est pas possible. Enfin, j'aurais jamais dû dire oui. Ils se sont plantés.
Il y avait une part, en fait, c'est toujours un débat intérieur, moi, entre cette partie qui dit non, mais attends, si t'ont appelé, c'est que voilà, puis en plus, c'est ce que tu voulais. Oui, mais enfin, entre ce que je veux et l'avoir vraiment, C'est ça, t'as deux petites voix, une voix là, une voix là, et ils se battent un peu en duel comme ça. c'est ça, c'est comme si t'étais tiraillé des deux côtés. Euh, En tout cas, je l'ai toujours entendu, cette voix du syndrome de l'imposteur. Mais j'ai l'impression que parfois c'était un choix, j'arrivais à ne pas l'écouter, à me dire bon, bah ok, peut-être, mais quand même, je vais y aller quand même. Mais je crois que ce qui me poussait à faire ça, c'était ce côté vie l'expérience à fond, ça va te servir à un moment donné. Et donc, je me suis pris des. Enfin, ce qui vient aussi déclencher le syndrome de l'imposteur, c'est tous les obstacles que tu rencontres en fait. Quand tu débarques comme ça, t'as 26 ans, enfin, en plus je venais à peine de les avoir, quoi. Quand j'ai été appelée, j'avais avec 25. Ouais. Je suis arrivée dans une équipe où il y avait un de mes collaborateurs, alors moi j'avais 26, il avait 54 ans, donc plus de 2 fois mon âge. Et puis, moi j'avais vraiment, alors c'était en 2012, mais à l'époque il n'y avait pas encore énormément, je trouve, enfin, il y a eu un décalage, je pense que là ça a beaucoup changé ces dernières années, mais à l'époque, faire des points individuels, c'était pas forcément hyper promu, enfin c'était pas le truc, les habitudes qui étaient hyper ancrées, et moi c'était des choses qui me tenaient à cœur, de me dire je vais pouvoir aider des gens j'avais le syndrome du sauveur, je pense, quelque chose comme ça, à dire bon c'est super, je vais les aider à s'éclater dans leur boulot, quoi. Et il y avait déjà un petit grain de coach. C'est ça. Mais là, je lui propose, lui, un rendez-vous. Donc je lui dis, je lui envoie une invitation à Outlook. Là, je les avais prévenus avant que j'allais leur envoyer des invitations pour un point individuel. Et donc je reçois un non, sans motif. Tu vois, le nom de la case non, il avait appuyé sur non. J'y arrive pas. Il n'y a même pas de motif, rien du tout, tu vois. Donc je me dis, bon, je vais aller m'accroupir à côté de lui. Et puis, parce qu'en plus, on est en open space, tu vois. Donc je me suis mis accroupie à côté de lui. Je dis, ah ben, j'ai vu que tu avais refusé le rendez-vous, mais si t'es pas dispo à ce moment-là, dis-moi, on le recale à un autre moment. Je voulais pas partir du principe qu'il l'avait fait pour, tu vois, je me disais, bon, ça se trouve, il est pas dispo, et puis c'est pas forcément, je sais pas, chacun a ses utilisations des outils. Il me dit, non, mais j'irai pas, je sais pas pourquoi j'ai un point individuel. Ah, au moins, t'avais la confirmation. Au moins, c'était clair. Bon, je me suis pas démontée, j'ai essayé de lui donner du sens, j'ai essayé de lui dire, bah, au moins, les objectifs qu'on aura fixés, on pourra regarder où t'en es. Bon, il a fini par accepter, je sais pas si c'est pas... mais après, j'ai fait plein d'erreurs. Mais en tout cas, à chaque fois que je le ressentais, ce syndrome de l'imposteur-là, parce que je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, je me plante complètement, ça n'a rien à voir, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu sais, quand tu débutes, surtout, tu l'as, le syndrome de l'imposteur, mais tu sais pas pourquoi on t'a confié ça, puis t'es pas sûr de faire bien. Donc j'ai dû aller me demander à ma hiérarchie, mais du coup... Ici, on fait bien des points. Il me dit non, mais c'est toi qui as raison. C'est juste nous, on n'est pas dans les bonnes pratiques. Vas-y. En gros, j'étais l'ambassadeur des bonnes pratiques. Je sais pas, tu vois, genre bah, vas-y, fais-le. Oui. Et les premiers points, tu vois, t'as pas de il y a énormément de managers qui n'ont pas de formation de manager. J'ai été parachutée là, mais j'avais pas de formation. J'avais pas mené un bon point individuel. Quoi. Les premières fois, il est parti en claquant la porte. C'était très compliqué. Donc forcément, ça renforçait mon syndrome de l'imposteur qui disait non mais c'est bon, en fait, je suis pas du tout à la hauteur du truc, je vais jamais m'en sortir. Et heureusement, j'avais un autre collaborateur dans l'équipe qui me disait ah mais c'est génial, enfin, quelqu'un qui va m'aider, lui pour le coup. C'était super moteur, quoi. Et je l'entendais au café. Je me souviens d'une fois, je suis passée derrière et il disait « Oh non, mais Aurélie, c'est vraiment une super manager. On a de la chance. » Bon, au moins, j'en avais un sur. Donc je me suis dit « C'est pas moi. » Voilà. Et je me suis dit « C'est juste une compatibilité entre les gens aussi. » Et puis, bah, après, c'est aussi de... Ce qui m'a sauvée aussi, je pense, c'est toujours cette même pensée, hein, de ça va aller. Et au final, de toujours croire, je sais pas, de croire vraiment en l'humain, en fait. De croire que, je sais pas, moi, c'est quelqu'un d'abîmé et que je dois pas le réparer, mais en tout cas, c'est pas ma responsabilité si... Et au final, 3 ans après, quand j'ai quitté l'équipe pour une réorganisation dans une autre... Et donc, je suis partie dans une autre équipe. Et
Et en fait, pendant que... Alors, ça s'est fait pendant mon congé maternité. Tu vois, quand je suis revenue, je prenais la nouvelle équipe. Et je sais que pendant mon congé maternité, il est allé voir tous les gens de ma future équipe en leur disant « Oh, vous avez trop de la chance, Aurélie, elle est géniale, etc. » Le même qui m'avait claqué la porte, qui m'avait refusé. Ouais, c'est celui-là qui a fait ça. Donc, je sais que voilà, il y a eu une progression et c'est quelqu'un qui donne pas sa confiance facilement, etc. Mais par contre, une fois que tu l'as, quoi. Ouais. Donc, c'était un bon challenge, ce collaborateur-là. Ouais, carrément. Et j'entends plusieurs choses dans ce que tu dis, c'est que déjà dans un environnement où parfois il y a des gens qui vont se heurter à nous ou qui seront pas d'accord, en fait, une des stratégies, mais qui est peut-être venue naturellement, c'est de trouver des alliés finalement. Et t'en avais auprès de la direction, t'en avais auprès de ce collègue-là, et ça permet de relativiser, et comme tu dis, de dire le problème, il vient pas de moi, il vient d'une personne avec qui c'est peut-être incompatible. Et si tu dis, et tu tires le fil, j'aime beaucoup de dire, en fait, cette personne-là, elle est peut-être abîmée, elle a son histoire et c'est pas ma responsabilité, et de se détacher de ça. Et ça, je pense que oui, c'est des bons outils, en fait, que tu as su mener, tirer pour prendre de la distance et puis sortir un peu de ce syndrome de l'imposteur, de cette voix qui te dit, je ne suis pas à la hauteur, pourquoi ils m'ont mis là, etc. Donc, ouais, ça, je trouve que c'est des bonnes astuces qui sont bien utiles. Ouais, je pense que sur le coup, je me suis pas vraiment dit. Je pense que ça, c'est peut-être une analyse que je fais aujourd'hui. Si je suis honnête, sur le coup, je me suis pas dit c'est sa responsabilité, etc. Mais je me suis dit, c'est pas possible que ça marche pas à un moment donné, on arrivera à bosser ensemble, quoi. Je pense que j'ai pas lâché l'affaire. Mais par contre, ça me demandait beaucoup d'énergie. C'est vrai que ça, c'était costaud au niveau de l'énergie que ça me demandait. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que des années après, je me suis épuisée parce que mettre cette énergie-là avec chaque collaborateur, c'est compliqué. Surtout qu'il y en a... Enfin, voilà, si c'est pas possible d'aller construire cette relation-là, ça a quand même pris 3 ans et demi, je crois. Parce que, bon, au bout d'un an ou deux, ça commençait déjà à rouler un peu plus. Hein, mais c'est quelqu'un avec qui avait du mal avec énormément de personnes dans l'entreprise. Donc... voilà, on en connaît tous des collaborateurs un peu comme ça qui ont leur caractère et qui sont pas faciles à apprivoiser, entre guillemets. Et donc oui, sur le coup... Mais peut-être un truc dont j'ai pas parlé, qui est un peu l'inverse du syndrome de l'imposteur. Je pense que quand je suis arrivée, en vrai de vrai, la première journée, en tout cas, j'étais allée faire du shopping avec ma mère pour m'acheter une veste parce que je dis attends, je deviens manager, il me faut quand même une veste un peu voilà tu sais, il me faut un truc. Ça, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur aussi, tu sais, genre bon, faut quand même que j'ai une veste, bon, au moins que j'ai l'air d'une manager, comme si, tu sais, c'était un truc, c'est vraiment le truc de débutant aussi, tu sais. Il y a un costume à endosser. Oui, c'est ça. Mais je pense que quand je dis l'inverse, c'est qu'il y avait un truc peut-être aussi un peu de trop confiant, quoi, que ça va être voilà, c'est chouette, bah non, on m'a choisi, donc ça va rouler, quoi. Et bon, vu que j'ai pris des claques tout de suite, j'ai vite redescendu et j'ai vite fait la courbe, tu sais, de Dunning-Kruger, là, où tu sais, au début, t'es inconsciemment incompétent. Voilà. Donc voilà, et j'ai vite conscientisé l'incompétence. Est-ce que ça a été profitable ou bénéfique, finalement ? Au moins, ça m'a permis de redescendre un peu aussi voilà, j'en sais rien. J'étais pas non plus sur un piédestal, j'étais pas à dire oui, voilà, c'est moi, j'arrive, vous allez faire ce que je veux. Non, on n'était pas là-dedans. Mais ça m'a permis tout de suite de voir partout où... C'est ça qui est dur quand tu commences, je pense. C'est là où tu as le syndrome de l'imposteur qui arrive de plein fouet, c'est que tu te rends compte de partout où t'es mauvais, en fait. Et la vie te renvoie tout ce que t'as à travailler, donc... Ok, c'est bien, tu te dis, tu peux voir la vision positive en disant, bon super, j'ai tout ça à travailler, super, au moins j'ai mon plan d'action. Oui, alors quand tu te le prends tout d'un coup, oui, ça fait bizarre. Tu te dis pas ça, tu te dis, j'ai rien à faire là, c'est pas bon, etc. Alors que finalement, si t'arrives à le voir en mode, c'est ça que je dois travailler, et finalement, ok, par quoi je commence, parce que j'arriverai pas à attaquer tous les chantiers en même temps. Et au fur et à mesure, effectivement, t'arrives à, voilà, mais de vouloir sauver... pas une personne, moi je t'ai parlé plus de relation, tu vois, est-ce que la relation va pouvoir se faire ou pas ? Sauver la relation, c'est est-ce qu'on peut arriver au moins à travailler ensemble, ou est-ce que voilà, c'est quelque chose qui me prend de l'énergie. Donc ouais, je pense qu'il y a le syndrome de l'imposteur avec nos peurs, etc., peut nous amener à tomber dans des pièges de essayer de vouloir plaire, essayer de vouloir prouver notre valeur, et on s'épuise en fait. Voilà, je pense qu'aujourd'hui je le traiterai pas du tout de la même manière que je l'ai fait. Bon, c'est normal, hein, c'était... J'ose même pas compter. C'était il y a des années. Ne comptons pas. Mais bon, voilà, 2012, ça fait un bon moment. Donc oui, je l'aurais pas du tout géré de la même façon aujourd'hui. Mais je pense que la confiance, ça vient avec l'action. Et donc, c'est ça qui... Mais après, j'ai aussi c'est
ce problème, qui est que j'adore le challenge et qu'au bout d'un moment, je m'ennuie. Donc, en fait, quand ça commence à devenir stable avec cette équipe-là, il a fallu que j'aille... Enfin, voilà, qu'on me positionne sur... On me positionne, mais bon, j'étais d'accord, sur une autre partie de l'organisation où je connaissais rien, etc. Et je retombe dans ce syndrome de l'imposteur. Donc, quelque part... les doutes, ils sont normaux et c'est juste signe qu'on est en train de se lancer un nouveau challenge, en fait. Après, est-ce que je l'ai choisi ou pas, ce challenge et est-ce que... voilà, de ne pas attendre d'avoir 100% des compétences pour le faire, parce que sinon, de toute façon, limite, on va le commencer, on va dire, bon, en fait, je m'ennuie. Mais ça, c'est très juste. Et moi, je l'ai vécu dans mes expériences professionnelles. C'est qu'à un moment donné, je me dis, bah ok, je suis experte dans ce domaine-là. Enfin, experte, encore, je ne me considère pas comme quelqu'un d'expert, mais on va dire, j'ai des compétences et de l'expérience sur ce truc-là. Donc, je vais aller chercher plus de responsabilités, nanana, mais toujours sur le même job. Et donc, finalement, je connaissais très bien les endroits et les environnements dans lesquels j'allais. Et très vite, je me suis retrouvée à me dire, pourquoi ? En fait, c'est toujours pareil. Voilà, je perds le sens un peu de l'histoire parce que j'ai l'impression de faire des choses un peu mécaniques et un peu en perte de sens. De l'ennui, non pas parce que je fais rien, mais parce que ça me stimule absolument pas. Et du coup, je pense que c'est important de s'écouter et de dire, bah ok, je me lance des nouveaux défis et c'est important pour garder, je pense, ce sens et cette émulation-là, d'aller dans des jobs ou faire des activités où on coche pas toutes les cases, où on sort un peu de notre zone de confort, où on est en apprentissage. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vrai. Et j'entends que pour toi, ça l'est aussi. On ne va pas faire de généralité, mais je trouve que si on est en perte de sens dans son travail ou en ennui professionnel, c'est typiquement un des points de vigilance qu'il faut avoir quand on veut changer de métier, prendre un nouveau poste, un nouveau job. Je trouve que c'est un point d'attention important. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est clair. En fait, il y a une question qui m'est venue, qui est si on voulait ne jamais avoir le syndrome de l'imposteur, comment on pourrait faire pour ne jamais l'avoir ? Oui, c'est ça. Tu restes dans ton poste et tu fais tout le temps la même chose. Ouais. Et c'est quoi le prix à payer de ça ? Ah ouais, mais l'ennui, terrible. Enfin, moi, je crois que je serais déprimée. Parce que si le prix à payer de ça, il te convient, on va pas aller, ça sert à rien d'aller se mettre des défis, en fait. Mais si ça te convient pas, tu sais, je me suis dit, tiens, c'est un moyen de changer de regard par rapport au syndrome de l'imposteur, de se dire, ok, j'aime pas le syndrome de l'imposteur, j'en ai marre, donc comment je fais pour ne jamais le ressentir ? En fait, je reste là où tu vois, je suis dans mon petit confort. Combien de temps ça va me convenir, en fait ? Et au bout d'un moment, et de savoir pourquoi je vais avoir ce syndrome de l'imposteur et de me dire, je l'ai, ça y est, c'est que ça y est, je suis en train d'agrandir ma zone de confort. Et c'est un autre regard, je pense, pour... Et c'est très juste, et tout à l'heure tu parlais de l'effet de Dunning-Kruger. Et moi je trouve que j'ai bien aimé découvrir ce concept-là pour me dire, mais moi je les vois très bien en entreprise, autour de la table de réunion, ces gens qui savent tout et qui parlent tout et qui donnent hyper confiance, alors qu'en fait ils maîtrisent pas tout du tout, mais ils en ont pas conscience. Et comme ils en ont pas conscience, ils sont hyper confiants. Mais moi, à l'inverse, peut-être je me pose des questions et je vais peut-être pouvoir anticiper des choses qui pourraient arriver, qui détourneraient le projet. Enfin voilà, ça va permettre peut-être d'être en vigilance pour poser des alertes, etc. Et de faire le contrario entre des personnes très assumées, mais qui disent des choses avec des raccourcis sans prendre toutes les complexités, et moi qui cherche, je me dis, finalement, je crois que je préfère mon inconfort, je préfère mes zones de doute, même si ça rayonne moins en entreprise parce que je prends moins de raccourcis et je suis peut-être plus juste, etc. Moi, je sais pas, c'est une idée qui m'a toujours un petit peu plu. Et pour contrer ça, c'est des fois, pas tant d'essayer de parler le plus fort ou à la place de l'autre, mais des fois d'essayer de poser une question qui permettent peut-être de rebattre les cartes ou de sortir un peu de la dimension peut-être très unique d'une personne qui fonce. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications. T'as un exemple de question ? Tu sais, quand une personne... alors, parce que j'ai pas d'exemple d'un projet très précis en tête, mais quelqu'un qui va dire, pour résoudre le problème, c'est une telle façon, c'est le chemin A, je pense que c'est bien d'essayer de trouver la tangente, en fait, et de poser une question... Tiens, mais quid d'un chemin B ou C, et essayer de l'amener vers d'autres portes, une autre porte d'entrée pour essayer d'ouvrir un petit peu les chakras là-dessus. S'il y avait une alternative, ce serait quoi ? Ou de dire, d'essayer de voir un peu... D'essayer de sortir du truc. Mais voilà, parce que souvent, on voit le syndrome de l'imposteur comme quelque chose d'un petit peu plombant. On se dit qu'on est déficient, qu'on est malade. Enfin, le mot syndrome, il fait super peur. Attention aux hypochondriaques.
Et du coup, c'est dire, ben ouais, mais en fait, c'est cool ce syndrome parce qu'il est un peu ce garde-fou qui va te faire te mettre en vigilance, qui va te donner envie de creuser plus un sujet, en fait, qui va te demander de te mobiliser pour te dépasser. Et quand il est assez bien équilibré, finalement, je trouve que ça peut être un super allié. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est juste de savoir le prendre parce que sinon c'est un peu... Moi j'aime bien l'appeler Tata Ginette, hein, la petite voix qui vient nous saboter. C'était une de mes questions. Tu peux nous raconter qui est Tata Ginette? Bah, Tata Ginette, c'est la petite voix dans notre tête. Alors, moi je suis persuadée qu'on en a plein, mais j'aime bien... Là, c'était un raccourci que j'avais pris pour une conférence, Tata Ginette, où j'avais fait un peu mon sketch avec Tata Ginette qui débarquait en plein milieu de ma conférence. Donc oui, c'est la petite voix qui vient... qui a l'air comme ça de nous saboter en disant mais t'as vu là-bas ils écoutent pas, ils sont en train de regarder leur téléphone, mais qu'est-ce que en fait tu vois, bah voilà, c'était pas assez intéressant, hein, t'as vu, et toi t'es en train de parler pendant ce temps-là et il y a tout ça qui se passe dans ta tête. Carrément. Et donc c'est cette petite voix qui va venir refléter toutes nos peurs, toutes nos incertitudes, tous les endroits où on est culpabilisable, tous les chantiers qui sont encore ouverts et en travaux, et ben c'est elle qui va mettre le doigt dessus. Pour moi, en fait, si je devais expliquer un peu l'histoire, pour moi, c'est une partie de nous qui est aussi là pour nous protéger, en fait. C'est une partie de nous qui avait trouvé ces stratégies-là pour nous protéger quand on était plus jeune, sauf qu'aujourd'hui, ben, elle est plus très à jour. Tata Ginette, quoi, tu vois, elle a encore un prénom des années... bon, je veux pas vexer les Ginettes, s'il y en a qui nous entendent, mais... Bonjour aux Ginettes, c'est ça, les Ginettes. Mais... Enfin, en tout cas, l'idée derrière ce prénom, c'est un peu ça. C'est que il y a des stratégies qui sont restées un petit peu passées et qui est temps de mettre à jour, en fait. Donc, juste d'aller... c'est un peu comme la tata ou le tonton. Il y en a qui l'appellent tonton machin. Ou tout son... J'ai une copine qui l'appelle Brivante de Camp. Après, chacun met son nom dessus. Mais en fait, c'est un peu comme quand on va dans un repas de famille et c'est la tata Ginette qui va dire... mais c'est pas sérieux ça, l'entrepreneuriat, ça fait... Mais tu vas quand même pas te lancer là-dedans, etc., etc. Mais t'as pas peur. Mais tu vas passer un diplôme quand même. Quand on est tu vas faire des études. Voilà. Tu te mets en insécurité financière. Exactement. Voilà, bah, tu vois, dans les réunions de famille, et ben c'est la même, sauf qu'elle est à l'intérieur. Parce que la pire, c'est pas Tata Ginette. Tata Ginette, celle des réunions de famille, bah, finalement, si t'es pas culpabilisable là-dessus et si t'es droit dans tes bottes en disant... bon, tu diras juste, bah, c'est son point de vue, je comprends que de sa fenêtre, elle voit ça comme ça. Et toi, t'as ton projet qui est clean, etc. Mais de toute façon, tu le vois, hein, si tu redoutes bon alors, ton business, ça marche? Dans les réunions de famille, tu dis, bon... Joker, hein, voilà, c'est ça. Tu peux faire un bingo. Combien de fois on va te poser la question aussi? C'est ça. Ça c'est de détourner. Mais après, je pense qu'il y a aussi un ménage à faire dans les... En tout cas, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, si on veut éviter que ça fasse ressortir notre syndrome de l'imposteur toutes les 2 minutes, c'est aussi de savoir s'entourer, en fait, de faire un tri dans nos relations. En tout cas, ça, c'est je pense que c'est ce qui m'a sauvée aussi pendant toutes ces années, en tout cas en tant que manager. J'avais... mon conjoint qui était là, qui me soutenait, qui me disait mais tu vas y arriver, etc. Enfin, c'est d'avoir un soutien, que ce soit à la maison ou chez nos amis. Enfin, moi, les amis, c'était non mais tu te rends compte, regarde l'âge que t'es déjà à ce poste-là. Donc ça peut mettre la pression, tu vois, aussi. Moi, j'ai toujours eu l'impression de ça de toute ma vie, que les gens me voyaient là, tu vois, je passais très haut, quoi, pour ceux qui écoutent, c'est qui n'ont pas la vidéo. Et du coup, j'avais toujours cette pression de mais maintenant, il faut que je sois à la hauteur de ce qu'ils pensent de moi, faut pas que je les déçoive. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi du syndrome de l'imposteur. J'ai l'impression d'être un imposteur parce que par rapport à ce que les autres pensent du niveau où je suis. Et ça t'enferme dans un truc où tu as peur de les décevoir, etc. Que quand tu commences à faire un tri, et limite d'aborder ça avec eux en disant mais tu sais, quand tu me dis ça, ça me met la pression parce que j'ai peur que tu m'imagines. Mais c'est stressant. Mais c'est ça crée un stress de devoir rester à la hauteur de là où les gens t'attendent. Et tu te dis, mon Dieu, mais ils se rendent pas compte que je suis pas du tout là, parce que c'est pas ce que tu vis toi. Donc quand il y a trop... Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est ça, c'est la différence entre... c'est l'écart entre la personne que tu aimerais être et la personne que tu crois vraiment être, enfin, que tu es vraiment. Et plus l'écart, il est grand par rapport à ce que tu aimerais être, ou même ce que les autres te voient, quoi. Les autres te renvoient, entre ce que les autres te renvoient et toi où tu penses être, plus tu as l'impression que c'est grand, plus c'est une pression d'enfer, et donc le syndrome de l'imposteur a toute la place de s'installer. Donc Tata Ginette, c'est son terrain de jeu, ça. C'est son terrain de jeu. Mais c'est génial. Et ce que j'adore dans Tata Ginette,
C'est le fait de lui donner un nom et donc de personnifier en fait ce syndrome, ces sentiments, etc. Parce que des fois on a l'impression d'être qui nous engloutit en fait, d'être incarné par ce sentiment qui nous oppresse, de pas être à la hauteur, il nous englue et c'est nous. Et le fait de dire non mais ça ce n'est pas moi, c'est des sentiments que je ressens mais ils s'incarnent par Tata Ginette ou Tonton Gilbert si vous voulez. Déjà ça donne une distance émotionnelle par rapport à ce sujet-là qui nous pose problème et je trouve qu'après on peut discuter avec Tata Ginette quoi. Carrément, c'est dire ce n'est pas moi. Et du coup, qu'est-ce que tu lui dis, toi, à Tata Ginette? Ou qu'est-ce que tu lui as dit? Je dis plein de choses, mais en fait, moi, je te dis, moi, j'aime bien travailler avec les sous-personnalités, donc pour moi, Tata Ginette, c'est une partie de moi. Ouais. Donc il y a une partie de moi, et donc j'aime bien aller dialoguer avec les parties de moi. D'ailleurs, j'encourage mes clients à le faire aussi, mais c'est valable pour le syndrome de l'imposteur, comme tout comportement qu'on n'aime pas chez soi, qu'on voudrait changer, qu'on comprend pas pourquoi je me comporte comme ça, mais pourquoi j'ai ces doutes-là, alors qu'en fait, et donc je les aide à faire venir la partie d'eux qui génère ce comportement-là, parce que pour moi, c'est tout des parties qui datent du passé et dont les stratégies n'ont pas été mises à jour. Et il y a des résistances parce que cette partie-là, elle n'a pas du tout envie de perdre son job ou qu'on la mette au placard ou qu'on la détruise. Donc Tata Ginette, elle a toute sa place, donc elle veut pas qu'on la détrône, donc faut savoir la prendre. Donc ce que je lui dis, alors en particulier à elle, si je la personnifie un petit peu et que je dis que c'est mon syndrome de l'imposteur, ou en tout cas tout ce qui représente un peu mes doutes, mes peurs, etc. Moi, ce que j'aime bien lui demander, c'est en quoi t'essayes de m'aider en faisant ça. Pour moi, cette question, elle est magique parce que c'est pas juste pourquoi tu fais ça. Et à ce moment-là, ça pourrait être des choses... en fait, ça induit que ce soit positif ce qu'elle fait pour moi. Et souvent, justement, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer dans la vie, c'est quand on considère nos parties intérieures comme des choses qui nous freinent, en fait. Donc si on est dans une relation de combat, il faut combattre son syndrome de l'imposteur, il faut combattre. Mais en fait, tu te combats toi. Donc... pour enlever cette... j'aurais pu juste dire, c'est quoi ta mission, voilà. Mais ça voudrait dire qu'elle peut être toutes sortes de missions. Donc moi, je l'oriente, parce que pour que ça se délie, il faut partir du principe qu'elle essaye de nous apporter quelque chose. Donc, en quoi tu essayes de m'aider par ce comportement-là? Oui, mais si je le faisais pas, tu pourrais être rejeté par tout le monde. Regarde, tu vas te mettre devant un public, imagine, ta réputation, elle est en jeu, etc. Donc c'est, ok, comment on fait que, justement, on n'est pas ma réputation en jeu, comment on se protège, voilà. Et à la limite, ça c'est avec une autre partie que je vais le gérer. Mais ok, je comprends que ce soit ça dont tu essaies de protéger, merci de m'avoir alerté, maintenant je vais regarder pour aller prendre en compte ce que tu m'as dit, etc. Donc ça, c'est s'il y a vraiment quelque chose derrière que je pense être un vrai danger ou qu'il y a une vraie possibilité. Si c'est des reliquats du passé, c'est juste stop. Ouais. Mais je trouve que c'est hyper déculpabilisant et rassurant de se dire non mais c'est pas toi qui déraille, c'est une partie de toi, c'est une stratégie que tu as mis en place dans le passé pour résoudre quelque chose parce qu'à ce moment-là c'était juste et c'était presque soit de la survie, en tout cas tu as mis en place une stratégie. Donc aujourd'hui tu l'as reproduit, sauf que c'est plus adapté à ton nouvel environnement, donc il suffit de changer. Et je trouve que d'aborder cette compréhension-là, ça permet d'enlever un poids ou une pression qu'on pourrait se mettre, de dire mais j'y arrive pas, j'ai encore un problème, tu sais, d'être un petit peu, de s'auto-saboter finalement comme ça en étant aussi dur avec soi-même. C'est ça. J'aime bien cette approche-là. Ouais. Carrément. J'avais un client comme ça, alors c'est pas du tout sur le syndrome de l'imposteur, lui, mais pour montrer un peu les stratégies qu'on peut mettre en place. Mais en fait, je me dis, autrement, je sais pas comment j'aurais pu accéder à cette information-là, mais je pense que par un questionnement, t'aurais pu trouver. Mais si tu veux, là, un jour, j'ai un client qui est entrepreneur, enfin qui est dirigeant même, et il me dit, bon Aurélie, aujourd'hui, je sais ce que je veux adresser, c'est pas compliqué, j'ai envie de casser la tête à tout le monde, quoi. Il faut que je me batte. J'ai envie de me battre et je sais pas quoi faire avec ça. C'est Cyril Hanouna? Non, pas du tout. Je ne dirais pas de nom. Confidentialité. Mais oui, non. Et du coup, je dis, oui, effectivement. Après, c'était quelqu'un d'hyper pragmatique, etc. Donc je me suis dit, est-ce que je lui fais une session? Donc je lui dis, écoute, est-ce que tu es à l'aise avec le fait, donc je lui explique ce qu'on va faire, est-ce que tu es à l'aise déjà avec le fait qu'on puisse être plusieurs à l'intérieur et qu'on puisse aller voir la partie de toi qui génère ça? Il me dit oui, voilà, donc ferme les yeux. Déjà il était pas très à l'aise à fermer les yeux, mais voilà, après c'est un truc de contrôle qu'on a bossé sur d'autres séances, mais et puis donc on va voir, je lui dis écoute, fais venir la partie de toi qui
qui génère ce comportement-là. Et donc, ça a été possible de la faire venir. Et donc, il l'a appelé le combattant. Donc, je dis, bon, c'est bon, c'est la bonne partie. A priori, combattant, il veut se battre, ça paraît pas mal. Et il me dit, donc on lui pose cette fameuse question, en quoi tu essayes de m'aider? Et en fait, alors aujourd'hui, il est dirigeant et il fait un chiffre d'affaires à 6 chiffres, etc. Mais il a grandi dans des quartiers difficiles. Et en fait, il a je suppose des relents de stratégie de l'époque, en fait. Parce que cette partie, elle nous a dit, moi, je suis là pour vérifier que tu es capable de répondre à n'importe quel type d'attaque physique. Et en ce moment, tu fais plus de sport, etc. Moi, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie si on est toujours capable physiquement, est-ce que je suis assez en forme pour répliquer si on nous attaque. Bon, là, finalement, on n'a même pas eu besoin de mettre à jour quoi que ce soit. Il a compris, il a dit, non mais là, c'est plus du tout à jour, en fait. Donc, juste d'avoir compris. Donc, on a fait l'expérience avec d'autres parties, parce que à la fin, il avait le stratège, le combattant, je vais pas tous les nommer, mais après, à la fin, t'as tout ton comité de direction interne. Pour moi, c'est comme ça que je l'appelais. T'as ton board interne où tu peux aller, justement, faire appel à... Mais ça marche dans le côté, les parties que t'aimes pas, mais ça marche aussi avec les parties qui sont ressources, en fait. Tes talents que tu peux aller chercher comme ça, en passant par les parties de nous, quoi. Je trouve que là, on peut... Et c'est quelque chose qu'on peut tous faire à partir du moment où on admet... Alors, c'est plus facile quand on est accompagné, c'est sûr. Oui. Mais en tout cas, moi, à la fin des accompagnements, mes clients arrivent tout seuls. Ils se disent, OK, je vais aller voir c'est quelle partie, je vais la faire venir. Mais le but, c'est... On peut être autonome aussi. Bon, après, voilà, il faut accepter ce truc de... Mais je suis schizophrène. Non, c'est juste, t'as plusieurs parties. Et comme tu dis, de les personnifier, tu vois, tu vas dire de quoi t'as besoin. J'en sais rien, tu vois, de quoi j'ai besoin. Par contre, elle sait. Tu vois. Elle sait, parce que c'est elle qui a généré le truc. Et du coup, c'est se dire, bon, moi j'en sais rien, mais je vais lui demander. Et finalement, c'est un peu l'inconscient qui parle, quoi. Et il y a une situation comme ça récente où j'en ai eu besoin comme ça, où en fait j'étais paumée par rapport à une situation, je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, ok, je vais aller demander à la partie de moi pour qui c'est facile de faire ce genre de truc, de m'aider. Et c'est venu en 2 secondes, tu vois. C'était avec une personne. Je vais prendre cet exemple-là, c'est moins récent, mais c'est parlant. C'était une personne avec qui j'avais déjà pas mal échangé, etc. Mais en fait, si tu veux, je commençais à me rendre compte que c'était pas juste pour moi, parce qu'en fait, on n'avait rien signé, etc. Et je commençais à presque lui apporter la même qualité client que je peux apporter à mes clients, donc avec des échanges, etc. Et je me suis dit, mais là, il faut que je recadre, mais alors... qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire, parce que je voulais pas non plus dire, bon, écoute, ça va bien. Et en même temps, je sentais que c'était plus juste pour moi, parce que... Et donc, je me suis dit, allez, je vais voir la partie de moi qui sait gérer ça, finger in the nose, machin. Je dis, bon, allez, vas-y, papier, crayon. Et là, tout est sorti, quoi. Et j'avais plus qu'à copier-coller ce que j'avais écrit. Et c'est passé crème, et ça, c'était super. Enfin, c'était super. Et je me suis dit, mais en fait, on devrait vraiment tous avoir notre board interne à partir du moment... Même si t'as pas encore identifié toutes les parties, je savais même pas qui elle était. Je lui dis, moi, juste comment tu gères. Ah, ok. Bon, en fait, j'ai toutes les réponses à l'intérieur, en fait. Il y a juste besoin de savoir comment je vais aller les chercher. Donc, oui, c'est... Je trouve que c'est de personnifier comme ça, moi, j'aime beaucoup. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Mais carrément. Et c'est ça qui est puissant aussi en coaching, c'est d'aller convoquer comme ça des choses du passé. Là, on personnifie, mais c'est dire qu'en fait... Ok, là, il y a une situation actuelle, tu sais pas la résoudre, mais il y a une partie de toi qui a déjà su le résoudre dans le passé. C'est ça. À un autre endroit, à une autre sphère, mais on va aller chercher ça. Et je trouve que d'aller convoquer comme ça dans son board intérieur, c'est un bon outil qui est plutôt pas mal. Je pense que ça peut être acceptable de se dire qu'on est plusieurs et on est toute une multitude. Voilà, après... Oui, après, c'est juste une question de représentation, de comment tu vas te représenter les choses, mais oui, carrément. C'est génial, j'adore beaucoup. Et aujourd'hui, du coup, comment toi tu travailles, comment tu accompagnes tes clients, et c'est quoi tes sujets de prédilection, et comment tu te définirais comme coach pour la multipassionnée que tu es? Tu l'aimes cette question? Oh, je l'adore. C'est ça, moi je suis vraiment, comme tu dis, voilà, multipassionnée, multipotentielle, enfin peu importe le nom, mais c'est vrai que je fais énormément de choses. Et je vais revenir un peu sur finalement la représentation qui est sortie de ce moment où j'étais en arrêt, et je me suis dit, il y a trop d'écart entre ce que je fais et qui je suis, et je me souviens de m'être vraiment dit cette phrase-là. Et depuis, j'ai modélisé ça comme ça. Ma façon de travailler, c'est que, en fait, c'est un peu comme si, à la naissance, on nous avait donné 3 boîtes, une grosse, une moyenne et une petite. Et puis, dans la grande,
on a à peu près tous fait ça, c'est qu'on a mis ce que je fais. C'est-à-dire que c'est souvent comme ça qu'on se présente. Là, c'est pas comme ça que tu me l'as demandé. Tu m'as demandé de raconter Il était une fois. Mais souvent, quand on va croiser quelqu'un, c'est quand on va dire qu'est-ce que tu deviens, la première chose qu'on va dire, c'est moi je fais ça, moi je fais ça. Voilà. C'est le faire qui vient. Pourtant, qu'est-ce que tu deviens? Une personne exceptionnelle. Tu pourrais dire d'autres choses, mais tu n'es pas obligé de passer par là. Mais voilà, et on se présente par notre métier et par ce qu'on fait. Ça nous permet d'avoir ce que j'ai au-dessus, parce que ça me permet d'avoir telle voiture, telle maison, mais aussi tel voisin, tels amis, tels enfants, tel mari, etc., etc., etc. Et puis en haut, il y a ce que je suis, parce que tout ça fait de moi quelqu'un. Sauf que le jour où ce que je fais, il bouge, parce que, j'en sais rien, une liquidation dans la boîte, il y a un plan de départ, parce que je perds du sens, parce que y a trop d'écart entre ce que je suis et ce que je fais, et que ça se casse la figure, et je sais plus qui je suis, parce que ma petite boîte en haut, elle est toute en bas, et elle est en vrac. Et donc, moi, mon métier, c'est de créer une grosse boîte de ce que je suis. En particulier, quand on est multipassionné, c'est bien d'avoir une seule boîte de ce que je suis, où je mets tout ce qui est important pour moi, mes valeurs, mes besoins, mes envies, mes ombres, j'en sais rien, mes défauts, tout ce qui fait que je suis moi, mon histoire, mon expérience. Et puis, avec ça, je vais aller créer des boîtes de ce que je fais. Et peut-être que déjà il y en a plusieurs, c'est pas une seule, j'ai plein de choses, effectivement. Et puis en fait, c'est un peu comme si la grosse différence, c'est que du coup, tu construis tes boîtes, ce que je fais, en conscience de qui tu es. Ça veut dire que, en gros, si demain je perds une boîte, ce que je fais, j'ai pas ce que je suis, ça remet pas en cause ce que je suis, parce qu'en fait, j'ai compris que cette boîte-là, ce n'était qu'une des manières d'exprimer au monde qui je suis. Et d'exprimer peut-être tel besoin, telles envies. Moi, je les vois comme des câbles. Quand tu soulèves la boîte, ce que je fais, il y a des câbles en dessous. Ça, c'est mon besoin de contribution au monde. Ça, c'est mon besoin de sécurité financière. Tiens, ils sont sur la même boîte. Ok. Le jour où je la perds, après, je peux avoir des câbles, tu vois, la sécurité financière, il peut brancher sur d'autres choses. Je peux avoir pas tous sur la même boîte. Comme ça, je perds moins de ce que j'ai. Parce que c'est ce que j'ai qui bouge seulement, pas ce que je suis. Ce que je suis, il bouge tout le temps. Et c'est du coup, j'accepte que ce que je fais au-dessus puisse bouger au fur et à mesure que ce que je suis change, parce que j'ai plus les mêmes priorités, parce que voilà, je suis toujours la même personne, mais le regard que j'ai sur qui je suis est différent. Et donc dans mes boîtes, ce que je fais, j'ai le coaching, je fais du théâtre d'impro, je donne des concerts, j'en ai 2 cette année, de reprises. Et puis il y a tous mes loisirs, mais il y a aussi, dans mon activité pro, je fais pas que du coaching, je donne des formations en entreprise, je donne des ateliers en entreprise aussi, j'oublie la moitié des choses que je fais. Après, je fais partie des éclaireuses du leadership, où justement on travaille énormément sur le syndrome de l'imposteur, où on fait un bootcamp bientôt sur le syndrome de l'imposteur, au mois de mai-juin. Mai-juin, c'est ça? Ouais, c'est au mois de mai-juin. Et où on accompagne pendant 5 semaines des personnes, et puis c'est vrai qu'on a des super... Alors par contre, c'est intense. C'est vrai que c'est intense. Enfin, les retours qu'on a, c'est... Je crois que j'ai jamais été aussi secouée de ma vie, mais il y a voilà, ça bosse dur. Après, on est 4 coachs, donc forcément, ouais, faut être bien accroché. C'est une transformation en accéléré, mais oui, c'est fou. Enfin, et on a des super témoignages là-dessus. Enfin voilà, ça fait partie des choses que je fais. Et donc après, sur mon coaching, en fait, c'est ça. J'apprends vraiment à remettre à ce que la personne se remette au centre, aille à la découverte de toutes ces parties d'elle et qu'elle commence à les intégrer et finalement en fait, quand tu es en conscience de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc., c'est vraiment... tous les aléas de la vie te paraissent beaucoup plus... Comme tu dis, c'est un recul que tu prends et qui est beaucoup plus facile. Donc, tu vois, là, si je parle des dernières personnes que j'ai signées, j'ai un chef d'entreprise, là, qui a racheté une boîte il y a 2 ans et qui là était énormément dans une phase où il a fallu faire décoller, et maintenant que c'est en phase croisière, on commence à aborder la phase croisière, c'est comment je change ma posture pour m'adapter, comment je mets plus de place pour mes passions, pour retrouver un équilibre que j'avais perdu en cours de route parce qu'il fallait bourriner pour y arriver, et puis comment je lâche quelque part le contrôle aussi, parce que j'aimais bien être sur le terrain, j'aimais bien comment j'arrive à... C'est ça, c'est une posture différente de commencer à déléguer, etc. Mais j'ai des personnes qui sont aussi des cadres. J'ai aidé une personne là qui a fait partie d'un plan de départ, qui avait un salaire assez élevé, donc à retrouver du travail, mais ça y est, il a retrouvé en 3 mois là, donc record battu. Enfin, il a vraiment donné beaucoup d'énergie, mais à ce niveau de salaire là, c'est super. D'habitude, on est plutôt sur 6-8 mois, donc il a vraiment... C'est vraiment très heureuse pour lui. On continue le coaching, hein, c'est pas fini, mais...
Voilà, enfin, il y a plein de types de personnes différentes et aussi des entrepreneurs, voilà, j'ai un petit peu de tout. En ce moment, bon, en ce moment, je dois attendre qu'une personne s'en aille pour en reprendre une parce que j'en ai 12 en même temps. Je commence à arriver à un... Victime de ton succès. Je sais pas, mais en tout cas, j'arrive à un moment où mon challenge, c'est plutôt d'essayer de construire aussi des choses qui fonctionnent sans moi. Voilà, donc là, j'ai fait un premier programme offert avec les 3 erreurs qu'on fait qui nous maintiennent. Donc la première erreur, je spoil, c'est cette histoire de boîte. Ça a un rapport avec les boîtes. Ok. Merci de nous en avoir donné un petit extrait. Voilà, mais de toute façon, c'est offert. Donc voilà, s'il y en a qui le veulent, c'est avec plaisir. Parce que c'est des choses que je me retrouvais à expliquer à tout le monde. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais mets-le en vidéo. C'est très bien. Bon, on mettra les liens. Pour pouvoir impacter encore plus le monde et faire que, voilà, si je peux éviter, vraiment. Enfin, à chaque fois que j'ai expliqué ça, c'était toujours les mêmes réactions. C'était, mais pourquoi on nous a pas expliqué ça avant? Mais comme tu dis, ça te fait prendre un recul par rapport à ce que tu traverses, qui est mais maintenant je sais ce qui m'arrive en fait. Tout va bien. J'ai juste enfin, j'ai les idées beaucoup plus claires. Enfin, voilà, j'ai juste à m'autoriser à aller mal. Parce que j'ai compris ce qui m'arrive, du coup, je peux le faire. Et et de prendre le temps de me reconstruire. Voilà, ces 3 vidéos, c'est une autorisation. Voilà, on ressort avec une autorisation à se reconstruire et à se dire, ok, en fait, ça va. Ça va moins mal que je pensais. En fait, je suis juste en train de passer par une phase qui est normale. Voilà, et du coup, ça fait du bien. Et après, dans la manière dont j'accompagne, c'est, en tout cas en individuel aujourd'hui, c'est sur 6 mois. Et enfin, on a un rythme des séances qui dépend aussi des problématiques, etc. Mais moi, je me vois vraiment comme un entraîneur. C'est-à-dire que j'aimais pas, en tout cas, quand j'étais accompagnée ou même encore maintenant, quand je le suis, j'aime pas ce truc de bon, il m'arrive un truc, mais je le raconterai à la prochaine séance. Pour moi, il y a un lien qui est permanent, qui reste en continu. C'est-à-dire que l'entraîneur, il est pas là que dans les compétitions, quoi, ou que dans les phases d'entraînement. Son athlète, il a des victoires entre deux, voilà, c'est important qu'il puisse les partager, ou si il déprime, il va pas être bon, donc t'as intérêt à être là aussi quand ça va pas, parce qu'il a eu un truc qui lui arrive et qui n'était pas prévu, parce que les aléas de la vie. Donc voilà, il y a des échanges en permanence, mais voilà, c'est une vraie transformation. Mais parce qu'on déconstruit des choses, il y a aussi un moment où ça redescend avant que ça remonte. Mais, donc c'est de la déconstruction, reconstruction, mais c'est vraiment pour créer une vie avec un bon socle de qui je suis capable, enfin moi je les aide à construire le socle, une fois qu'il est fait, ils sont capables de le mettre à jour tout seuls, et après, c'est tout, après ils ont plus besoin de moi. Ça roule, quoi. Ouais, c'est ça. Carrément. Non mais c'est top, et oui, j'aime beaucoup l'idée de garder le lien, et c'est ce que j'aime dire aussi dans les accompagnements de coaching, c'est un peu ma philosophie aussi de dire, voilà, il se passe quelque chose entre 2 séances, on s'exclut pas d'envoyer un message, et des fois un petit message ça permet de débloquer une situation qui aurait pu empirer parce qu'on doit se voir que la semaine prochaine. C'est ça. Donc ça c'est vrai que ça me paraît important, et c'est pas obligatoire dans tous les coachings, mais je trouve que c'est appréciable. Toi tu fais comment du coup? Toi tu vois comment tes accompagnements? Un peu comme ça, moi je suis sur des accompagnements un peu plus courts, plutôt 3 à 4 mois sur des problématiques plutôt précises, mais je pense que c'est un peu comme toi. C'est vraiment après c'est sur mesure en fonction de la problématique de la personne. Moi ce que j'aime bien c'est essayer de comprendre déjà la porte d'entrée, parce qu'on est tous un petit peu différents, et il y en a qui vont plutôt réinteragir sur le milieu de l'émotionnel ou sur un autre domaine. Donc j'essaie de comprendre un petit peu la porte d'entrée de la personne pour essayer de me calibrer là-dessus. Même si les émotions c'est quelque chose que j'aime bien naviguer quand même, que j'aime bien approfondir. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses sous couvert de l'émotionnel, quoi. Ah bah ouais. De toute façon, tout est émotion. Oui. On l'a juste oublié, quoi. C'est juste ça. C'est ça. On essayait d'être des êtres rationnels, mais en fait, on n'est pas rationnel du tout. Non, c'est ça. Je pense que ça fera l'objet d'un épisode de podcast à part entière. Ouais, c'est ça. C'est un vaste sujet. C'est ça. Ouais, complètement. Ouais. Et écoute, super. Moi, j'ai peut-être une dernière petite question qui est un peu à côté, mais tout à l'heure, tu parlais un peu d'équilibre aussi de vie, parce que tu dis j'ai mon socle voilà de qui je suis, et après le socle les petites boîtes de ce que je fais. Comment tu organises et que tu équilibres tout ça, parce que ok, ils sont bien positionnés sur la grande boîte, je vois, mais comment tout ça tient en équilibre, et comment tu t'arrives à gérer un petit peu toutes ces sphères de ta vie? Est-ce que ça roule tout seul? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois un peu
piloter pour naviguer au plus juste. Comment tu le vis, ce côté équilibre de vie? Moi, comment je le gère personnellement? Ouais. Alors moi, c'est bien en place. Mais Eh ben non, parfait. mais j'allais dire comment le faire, comment arriver là. En fait, ça passe par plusieurs étapes. Je pense que déjà, effectivement, c'est d'avoir conscience de c'est quoi. Je parlais des câbles entre les deux, c'est de savoir quel câble en ce moment. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il y a un câble potentiellement soit qui pend dans le vide, soit qui est branché sur une boîte et qui n'est plus alimenté. Typiquement. Ou alimenté avec un liquide verdâtre, genre j'en sais rien, ton besoin de reconnaissance, s'il est branché sur le boulot et puis qu'en fait on t'envoie que de la reconnaissance vraiment, ou t'en envoies, soit il est vide et puis t'es là à dire il y a rien, j'ai soif et donc il faut aller le brancher ailleurs. Donc déjà c'est d'identifier les câbles qui sont plus alimentés ou pas, ou mal alimentés en fait. Pour se dire, en fait ça commence à aller mieux aussi, je sais pas, au niveau du travail, c'est pas forcément de changer. Dans un premier temps, c'est déjà de dire, ok, qu'est-ce qui est branché là-dessus et qu'en vrai, il faut que j'arrête d'avoir cette attente-là. Donc déjà, d'enlever les attentes qui sont sur quelque chose qui est plus alimenté ou qui est mal alimenté, bah, du coup, ça permet de prendre un recul énorme et donc je vais me brancher ça ailleurs. Je vais aller je vais aller dans une asso où là, je serai reconnue pour qui je suis, pour mes qualités, pour la qualité, je sais pas, ça dépend sur chacun à ses stratégies de reconnaissance, mais où je vais faire autre chose, une activité artistique, ce que je veux. Et en fait, d'aller équilibrer, c'est ça pour moi, c'est d'aller commencer à regarder, ok, quels câbles vont dans le vide, et ça c'est de la connaissance de soi, hein. C'est vraiment de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, et si on ne sait pas de quoi on a besoin, de quoi on a envie, la première étape c'est de qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui, et après on en déduit ce que je veux. Si on ne sait pas trop ce qu'on veut, ça dépend où on en est dans les phases un peu de remise en question, mais une fois qu'on a tout identifié, et qu'on sait, après c'est de dire voilà quelle activité j'aurais envie de faire. Alors le piège ce serait d'essayer de tout mettre dans une seule et grosse boîte, parce que souvent c'est ça, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc je suis partie du salariat, donc maintenant je vais tout mettre donc je vais reproduire tout ce que j'aurais adoré, mais dans une seule et grosse boîte qui sera ma boîte, mon entreprise. Et c'est compliqué de créer un truc qui répond à la fois à ma contribution au monde, à la fois à mon besoin de reconnaissance, à la fois à ma sécurité financière, etc., etc. C'est vachement de poids et de responsabilité sur une seule boîte. Donc d'essayer de répartir en fait, de commencer à se dire ok, j'ai quoi comme loisir, ça répond à quoi, donc moi j'ai besoin de et en fait de partager ses besoins à son entourage aussi pour que ça puisse rentrer quoi. C'est-à-dire que j'ai mon besoin donc d'aller faire de l'impro, mais vraiment parce que j'ai un besoin de liberté, d'expression, de lâcher prise, d'expression émotionnelle, enfin ça répond à plein de mes besoins, et puis aussi quelque part de représentation, de développer cette compétence. Je trouve que en tout cas l'improvisation ça aide énormément en coaching parce qu'on est toujours en train d'improviser nos questions, etc. Donc j'aime beaucoup. Puis ce truc ça répond aussi aux besoins d'être sur scène, je pense. Et puis à côté, après il faudrait partir dans la semaine, hein, tu vois, j'ai besoin de sport, tu vois, j'ai besoin donc l'impro c'est tous les lundis soirs, donc ça mon mari il gère les enfants le lundi soir, après j'ai un mercredi sur deux, donc c'est une semaine sur deux pour pas non plus faire parce qu'après chacun doit mettre ses loisirs aussi, hein, et il faut qu'on arrive à se croiser aussi. C'est ça accessoirement. Parce qu'il y a le besoin aussi de passer du temps en amoureux, il y a le besoin, donc un mercredi sur deux, je vais à une soirée guitare avec des copains, où je chante, je joue de la guitare, et ça me tient à cœur aussi. Et puis après il y a le temps avec les enfants, il y a le temps, donc c'est de trouver une organisation. Alors évidemment en tant qu'entrepreneur j'ai un peu plus de liberté pour trouver cette organisation là, mais j'avais déjà ces fonctionnements là quand j'étais salariée, donc pour moi c'est une organisation et surtout une communication de ses besoins, mais ça faut les connaître. Donc c'est pour être bien, moi j'ai besoin de ça, comment on pourrait faire qu'on mette ça dans notre organisation familiale, comment on pourrait faire pour que, et toi t'aurais besoin de quoi et comment tu pourrais le trouver, comment c'est ce que je peux t'aider à le trouver. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire, hein, les besoins, parce que moi j'étais très fusionnelle, ou en tout cas pas faire mes activités de mon côté, j'en avais pas, non, je veux passer du temps avec toi. Oui, moi j'ai besoin d'être seule aussi, donc tu vas te calmer, tu vois. Bon, je dis ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble maintenant, mais c'est vrai qu'au début il a fallu que je trouve des loisirs à moi, parce que en fait, et ça m'a obligée à me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire, que je me serais pas posée si j'étais restée si j'avais un partenaire qui aurait entretenu cette dépendance affective que j'avais, tu vois. Donc je pense que c'est ça, c'est de quoi j'ai besoin, et si je sais pas, je vais demander à tout le board dans la tête qui va me dire de quoi j'ai besoin. Et à travers cette anecdote-là, on voit qu'en fait, tu te construis par le milieu professionnel, mais aussi pour une histoire de vie. Et en fait, c'est plein de chemins croisés, et bien sûr, mais c'en est une belle illustration.
qu'en fait, à la croisée des chemins, ça raconte très bien ton parcours, pourquoi tu en es là aujourd'hui. C'est que toutes les expériences de tous les domaines, elles t'ont nourri pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Mais oui, c'est une belle anecdote et je pense que quand on est maman d'enfants jeunes, qui plus est, ça peut être difficile de trouver un peu cet équilibre-là, de trouver ce temps de respiration-là et comment on jongle, etc. Donc c'est toujours un sujet... qui fonctionne, mais tu nous montres que c'est possible. C'est possible. Après, moi, je les ai responsabilisés très très tôt. Je voulais qu'ils soient... Je me suis dit, si je dois leur faire un cadeau, tu sais, un peu, c'est... qu'est-ce que... Ça, c'est une de mes coachs qui m'avait dit ça, c'est qu'est-ce que tu veux que les 3 éléments qu'il y a dans le sac à dos de tes enfants quand ils vont partir de la maison. Et moi, l'autonomie, enfin l'indépendance, enfin savoir se gérer, c'était un des trucs numéro 1. Ouais. Et c'est vrai qu'ils s'autogèrent énormément en fait. Ils ont 8 ans et 10 ans, mais ça fait des années qu'ils font leur petit déj tout seuls. Je leur avais inventé une horloge pour qu'ils s'autogèrent au niveau du temps le matin quand ils avaient 4 et 6 ans. Maintenant ils l'utilisent plus, mais quand ils étaient petits, ils l'utilisaient tout le temps. C'était eux qui venaient nous réveiller en disant bon, il est l'heure d'aller à l'école, maman. Oui, bon, on va se lever. La maman indigne, tu sais. J'ai un peu trop bien fait mon travail. Ouais, des fois ça arrivait ça. Mais bon, après, voilà, je pense que c'est aussi effectivement de savoir prendre sa juste responsabilité, poser ses limites et de dire voilà en quoi c'est bien qu'eux ils fonctionnent sans moi aussi. Et si j'ai du mal, à quel besoin ça répond. Tout à fait. Comment je peux y répondre autrement dans une autre boîte ce que je fais pour pas... Voilà. Et il y a des moments où ça me fait plaisir de faire des choses pour eux et je le fais. Mais voilà, je sais que c'est pas... Voilà, j'essaye de mettre le bon équilibre parce que j'en ai envie. Ouais. Qu'est-ce qui dépend de l'envie et qu'est-ce que je me sens obligée de faire. Je pense qu'il y a tout un équilibre sur ça aussi. Pour équilibrer ces boîtes, ce que je fais. Mais carrément. Ouais, c'est super chouette. Enfin, c'est un échange très très riche qu'on a eu et je pense que les idées clés que je retiens, c'est déjà apprendre à se faire confiance, mais ça se passe aussi par s'écouter et comprendre vraiment ses besoins et voir un peu comment on peut faire en place avec son board intérieur, comment on conjugue un peu tout ça. Ça, c'était vraiment l'idée maître. Et j'aime bien aussi l'idée de dire oui, pour que ça fonctionne, c'est aussi prendre en compte les besoins de l'autre, du conjoint. Ça passe par autonomiser aussi ses enfants, c'est aussi se créer un système. C'est pas qu'une relation de soi à soi-même, mais c'est aussi soi par rapport à notre écosystème, nos enfants, notre mari, etc. Donc c'est plutôt juste. En tout cas, je te remercie beaucoup avec plaisir, Caroline. Ce temps de qualité. Donc voilà, c'était un grand plaisir pour moi. Je mettrai tous les petits liens qui vont bien pour ton programme que tu offres et puis peut-être ton bootcamp, je sais pas si oui, avec plaisir. Enfin voilà, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, je mettrai là où tout c'est bien de mettre. Tu vois l'idée. Il y aura un lien pas loin. Voilà, c'est ça. Et voilà, la prochaine fois, il y aura peut-être d'autres occasions de reprendre la parole avec ensemble. plaisir. Ça marche. Salut Caroline. À bientôt, salut.